Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nouvelle édition de Direct. Plein de choses à vous dire ce soir. Certainement, notre sujet principal est la situation au Moyen-Orient suite à l'accord signé entre les États-Unis et l'Iran et bien sûr la situation au Liban qui s'est embrasée ce matin avec des frappes israéliennes qui ont fait jusqu'à présent plus d'une centaine de morts et de blessés. Pour cela, nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Até Abou-Naga, qui est ancien assistant adjoint aux affaires étrangères. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir et bonne fête de Pâques. Le Liban, comme je viens de dire, des centaines, plus d'une centaine en fait de morts et de blessés dans des frappes israéliennes qui ont visé aujourd'hui le Liban. L'armée israélienne a mené plusieurs frappes sur le sud du pays et renouvelé ses ordres d'évacuation pour la population de cette vaste région. Israël a pour sa part affirmé que la trêve irano-américaine n'incluait pas le Liban, tandis que le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a affirmé que les États-Unis, l'Iran et leurs alliés avaient accepté un cessez-le-feu partout, y compris au Liban, à la suite d'une médiation pakistanaise. Tout de suite, nous allons voir plus de détails dans ce commentaire et puis on revient pour plus d'explications. L'armée israélienne a mené plusieurs frappes sur le sud du Liban mercredi matin et renouvelé ses ordres d'évacuation pour la population de cette vaste région, Israël affirmant que la trêve irano-américaine n'incluait pas le Liban. Le Hezbollah, pour sa part, n'a plus revendiqué d'attaque contre Israël depuis 1 heure locale environ. Israël a déclaré soutenir l'accord de cessez-le-feu de 2 semaines conclu entre les États-Unis et l'Iran, mais a précisé qu'il n'incluait pas le Liban. Selon l'Agence nationale d'information ANI, plusieurs frappes ont visé mercredi matin des localités du sud du pays. Une frappe a notamment visé un immeuble de la région de Tyr peu après un nouvel ordre d'évacuation de l'armée israélienne concernant ce secteur spécifique. L'armée libanaise a quant à elle appelé mercredi matin dans un communiqué déplacé à attendre avant de rentrer dans le sud du pays par précaution. Les frappes israéliennes sur le Liban depuis le 2 mars ont fait plus de 1500 morts et plus d'1 million de déplacés, notamment du sud et dans la banlieue sud de Beyrouth. Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a affirmé que les États-Unis, l'Iran et leurs alliés avaient accepté un cessez-le-feu partout, y compris au Liban, à la suite d'une médiation pakistanaise. Le président français Emmanuel Macron a affirmé que le cessez-le-feu devait inclure pleinement le Liban sur la durée. Sur le Liban, qui à date Alors, Monsieur l'ambassadeur, bien sûr, hier soir, en fait, en attendant les nouvelles concernant la trêve entre l'Iran et les États-Unis, on ne s'attendait pas à une journée assez triste et assez lourde pour le Liban, avec ces bombardements qui ont visé même Beyrouth, avec des centaines de morts et de blessés jusqu'à présent. Comment vous voyez la situation et cette escalade israélienne sur le plan libanais ? Bien, c'est clair que le fait qu'Israël continue à bombarder le Liban et à causer autant de dégâts matériels et humains est une preuve qu'il y a une divergence de vue entre les États-Unis et Israël sur ce dossier-là. À mon avis, Israël aimerait, qui n'a pas été associé aux discussions d'Islamabad pour parvenir entre l'Iran et les États-Unis et Israël, veut montrer qu'elle peut agir indépendamment et qu'elle va continuer à poursuivre son objectif principal qui est l'élimination totale du Hezbollah. Et bien entendu, aussi le Premier ministre israélien veut aussi donner une preuve qu'il n'est pas complètement soumis aux ordres du président Trump. Qu'il peut agir indépendamment pour l'intérêt d'Israël selon ses yeux. Mais cela prouve qu'il y a vraiment des désaccords sérieux, à mon avis, entre les États-Unis et Israël sur la manière de procéder. Et peut-être aussi que Benjamin Netanyahou n'est pas satisfait de la trêve qui a été conclue hier soir.
Oui. Alors justement, vous venez de parler qu'il n'y a pas d'accord, peut-être il n'y a pas eu de coordination entre les deux côtés en ce qui concerne cet accord, mais sur le terrain, un accord a été signé pour mettre fin aux hostilités pendant 15 jours, afin de commencer des négociations pour un arrêt total. Alors, comment faire si jamais Israël continue ses frappes? Certainement, on a vu aujourd'hui qu'il y avait des ripostes de la part de l'Iran. Alors la situation s'est aggravée encore une fois. Comment on pourrait faire que toutes les parties respectent cet accord? Eh bien, il faut que les autres acteurs, c'est-à-dire bien entendu le président Trump, il doit exercer son influence sur le Premier ministre Netanyahou pour arrêter ces massacres au Liban. C'est un génocide en fait. Et aussi l'Union européenne, et particulièrement peut-être la France, qui a beaucoup d'intérêt au Liban, devrait aussi user de son influence pour pousser Netanyahou à se plier à la volonté internationale d'arrêter ce conflit et de commencer une trêve pour essayer de parvenir à un accord sur cette crise. Alors justement, il y avait une réaction européenne de la part de la France. Bien sûr, M. Macron a parlé de la situation au Liban, belge également. Alors plusieurs réactions de la part des responsables européens. Est-ce que vous pensez que c'est temps vraiment que la communauté internationale et les pays européens commencent vraiment à exercer une certaine pression sur Israël, surtout en ce qui concerne le Liban, surtout qu'aujourd'hui on commence à voir des frappes qui visent Beyrouth, c'est-à-dire on ne parle plus de Hezbollah, on ne parle plus des régions contrôlées ou qui soutiennent le Hezbollah, on parle de Beyrouth. C'est un pays, c'est la souveraineté d'un pays. Oui, bien sûr, Beyrouth c'est la capitale officielle du Liban et Israël maintenant bombarde la ville de Beyrouth. Ça cause des dégâts civils très importants. Je crois qu'aujourd'hui le bilan des pertes humaines est énorme. L'Europe, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, surtout la France, l'Allemagne, l'Italie et aussi la Grande-Bretagne, bien qu'elle n'est plus membre de l'Union européenne, mais elle peut toujours user de son influence pour essayer de pousser le Premier ministre israélien à se plier à la volonté internationale et à cesser ces attaques vraiment désastreuses sur le Liban. Je crois que la pression va augmenter parce que maintenant Netanyahou il sent qu'il est un peu isolé, que le président Trump s'est démarqué de lui en fait en donnant des instructions pour que cette trêve commence quoi. Et maintenant, il faudra aussi voir comment les discussions à Islamabad, à partir des négociations, à partir de vendredi, vont donner. On va voir. Mais il faut qu'Israël cesse ses hostilités à tout prix. Oui. Alors, plusieurs analystes et plusieurs politologues estiment que seul Trump pourra obliger Netanyahou et Israël à accepter cette trêve et à arrêter leur bombardement du Liban. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est seulement les États-Unis qui pouvaient parvenir à un cessez-le-feu également qui inclut le Liban? Oui, c'est-à-dire que cette opinion-là, c'est la réalité qui nous pousse à la croire, parce que ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que toute la communauté internationale elle avait sommé Netanyahou de cesser les massacres de Gaza. Il n'a pas voulu, il s'est obstiné à les continuer, à commettre le génocide des Gazaouis, à causer la destruction de la bande de Gaza, la destruction totale de la bande de Gaza. Et en fait, c'est à la fin, quand le président américain, Trump, bien sûr, après les initiatives que l'Égypte était très associée à cela, on est parvenu aux accords d'octobre 2025 de Sharm el-Sheikh, et c'est à ce moment-là que la trêve a commencé à Gaza, bien que Israël continue à violer les accords sur le cessez-le-feu de Gaza. Netanyahou, il a montré durant toute sa carrière politique qu'il n'accorde aucun
aucune attention au droit international, aux résolutions de l'ONU, aux décisions prises par les autres dirigeants. Le seul pays qui vraiment peut forcer Israël à accepter de mettre un terme à ces hostilités, c'est vrai, ce sont les États-Unis, et le président Trump en particulier. Alors, outre le Liban, également aujourd'hui, il y avait des frappes ou des attaques qui ont visé le Koweït et les Émirats arabes unis de la part de l'Iran, parce que, selon les États-Unis, c'est également en fait des installations pétrolières iraniennes ont été visées. Alors, apparemment, c'est pas seulement c'est-à-dire c'est pas seulement sur le plan libanais qu'il y a une escalade de la tension, mais même avec l'Iran, avec ces bombardements aujourd'hui, après la trêve des installations pétrolières. Alors certainement il a répondu, malheureusement ce sont les pays du Golfe qui payent le prix. Alors comment faire? Comme vous venez de parler, c'est vrai qu'Israël n'a pas l'intention d'apaiser la tension et il n'a pas l'intention d'appliquer l'accord conclu hier. Alors comment faire alors? C'est-à-dire quelques heures seulement après la trêve, on commence à voir une désescalade au Liban et même dans la région du Golfe et l'Iran. Oui, vous voulez dire une escalade? Oui, bien sûr. L'Iran, il répond aux attaques dont il a été l'objet, même après qu'on ait annoncé la trêve. C'est contre la volonté de la communauté internationale, parce que l'Égypte a toujours dit qu'elle refusait totalement les attaques iraniennes sur les pays du Golfe et sur les installations économiques et civiles. Mais peut-être que c'est surtout les effets des... Vous savez, quand il y a un cessez-le-feu, il y a toujours une période comme ça de 6 à 12 heures où on continue les hostilités. Oui. Mais je crois que quand même, d'une manière générale, les États-Unis ont cessé leur bombardement qui était très puissant d'ailleurs, à vrai dire. Et les choses se calment maintenant dans le pays, en Iran, et peut-être que bon, il y a eu des attaques. Quelques violations. Oui, exactement, il y a eu des violations. Mais c'est un peu classique dans les cessez-le-feu que ça ne s'applique pas 10 minutes après. Ça prend quelques heures. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Et c'est une période comme on dit, wait and see, quoi. Mais je crois que ça ne va pas trop durer, parce qu'il faut maintenant travailler sur les négociations qui vont commencer vendredi à Islamabad. Oui. Alors en fait, c'est vrai, on va s'accorder maintenant à ce plan. En fait, le site américain Axios a rapporté que l'Égypte avait joué un rôle clé dans l'aboutissement à un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Le site a précisé également que l'Égypte a aussi joué un rôle axial dans la convergence des points de vue entre les deux côtés. Hier soir, les États-Unis et l'Iran s'étaient mis d'accord sur un cessez-le-feu de 2 semaines à un moment crucial, juste 1 heure avant l'expiration de l'ultimatum lancé par Donald Trump. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant cette trêve et cet accord signé entre les deux parties, et puis on revient pour plus d'explications. Les États-Unis de 2 semaines, 1 heure avant l'expiration de l'ultimatum lancé par le président américain Donald Trump, qui menaçait de détruire le pays. Donald Trump a dit qu'il s'agit d'une victoire totale et complète, 100%, et qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. Il a écrit sur Truth Social que, sous réserve que l'Iran accepte l'ouverture totale immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz, il a accepté de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une période de 2 semaines. Trump a affirmé que la question de l'uranium iranien serait parfaitement réglée, mais n'a pas voulu dire s'il réitérait ses menaces initiales de détruire les centrales électriques et les ponts iraniens si l'accord venait à échouer.
Selon lui, la Chine a pu inciter l'Iran à rejoindre la table des négociations en vue d'un cessez-le-feu. De son côté, l'Iran a affirmé avoir remporté une grande victoire. Pour sa part, Donald Trump a fait part de discussions très avancées en vue d'un accord de paix à long terme avec l'Iran. Il a noté que Téhéran avait transmis une proposition en 10 points qui constitue une base viable pour négocier. La Maison-Blanche a ensuite indiqué envisager de discussions en personne avec les Iraniens. De leur côté, les dirigeants iraniens ont confirmé qu'ils acceptaient de rouvrir pendant une période de 2 semaines le détroit d'Ormuz si les attaques contre l'Iran cessent. La déclaration iranienne suggère que l'armée iranienne surveillera le passage quotidien limité des navires dans le détroit pendant le cessez-le-feu. Elle réclame aussi la levée des sanctions sur l'Iran. Alors, Monsieur l'ambassadeur, tout d'abord, comment vous avez vu cet accord auquel sont parvenus les deux parties à la dernière minute, jusqu'à presque une heure et quelques minutes avant l'expiration d'un ultimatum, où on attendait vraiment à des frappes massives, ou plutôt les États-Unis parlaient des frappes massives contre l'Iran une fois que cet ultimatum sera terminé. Comment vous avez vu cet accord tout d'abord ? Je pense que cet accord, ça prouve que quand même qu'en fin de compte, le président américain a voulu écouter la raison, qu'il a voulu faire preuve d'un peu de tact, parce qu'il a vu que toute la communauté internationale allait payer les frais de ce qui se passe, et que si il mettait à exécution son plan de détruire l'Iran et de le faire retourner à l'âge de pierre, c'est ce qu'il a déclaré il y a une semaine, ça aurait eu des conséquences catastrophiques. Pas seulement pour l'Iran en tant que pays, mais aussi parce que ça va causer un désordre total dans le détroit d'Ormuz. Le commerce international va être très affecté. Le monde entier sera en crise. Alors il a voulu un peu écouter les appels à être plus raisonnable et à essayer de parvenir à une solution avec l'Iran. Et cela, parce que, comme son Excellence le Président Abdel Fattah al-Sisi l'a déjà dit, il n'y a pas de solution militaire à cette crise. Et toute la communauté internationale est d'accord sur ça. Cette crise ne peut pas être réglée par les frappes, les attaques, les bombardements. Il faut travailler, il faut s'asseoir, il faut négocier, il faut voir, chaque partie doit présenter ses demandes et essayer de parvenir à un accord qui satisfasse toutes les parties. Oui. Alors justement, cet accord, on est parvenu à cet accord après des efforts diplomatiques tous azimuts. Bien sûr, plusieurs partenaires ont joué un rôle important, dont l'Égypte, qui a joué un rôle vraiment primordial dès le premier jour en fait de la guerre pour parvenir à un accord, pour arrêter les hostilités. Même le site américain Axios vient de parler du rôle clé de l'Égypte dans l'aboutissement de cet accord. Alors comment vous voyez également, vous avez vu ces efforts déployés par l'Égypte et son rôle primordial qui devient de plus en plus clair pour la sécurité régionale. Oui, bien sûr, l'Égypte a travaillé dès le premier jour pour essayer de parvenir à un accord pour mettre un terme à ces hostilités. Nous avons vu que son Excellence le Président Abdel Fattah al-Sisi s'est même rendu dans une tournée des pays du Golfe, qui a compris l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Il a réaffirmé à plusieurs reprises que l'Égypte est condamne toutes les attaques dont les pays du Golfe ont été l'objet, et que aussi l'Égypte n'est pas d'accord que
les États-Unis et Israël continuent à bombarder l'Iran, qu'il fallait essayer de trouver un accord, de parvenir à une solution pacifique. Le ministre des Affaires étrangères n'a pas cessé de travailler aussi. Il s'est rendu dans plusieurs pays. Il s'est rendu au Pakistan, il s'est rendu au Sultanat d'Oman, il s'est rendu au Liban, à Moscou. Je crois son Excellence le Président aussi a reçu des appels téléphoniques de nombreux leaders du monde, le Premier ministre espagnol et jusqu'à maintenant, le Président. Ça continue toujours. Ça continue, oui, et tous les jours. Dernièrement même, le Premier ministre espagnol, M. Sanchez, l'a appelé hier. Avant, il a reçu même le président chypriote dans le cadre d'une conférence, bien sûr, mais il y a eu des discussions importantes. Certainement. Alors, l'Égypte a toujours agi pour essayer de mettre un terme à ce conflit et d'une manière, avec beaucoup à mon avis, avec beaucoup de tact, d'habileté, utilisant la diplomatie discrète qui donne parfois des résultats mieux c'est-à-dire qu'il faut travailler calmement et essayer. C'est vrai. Alors, comme on vient de dire, cette trêve pendant 15 jours, ça vise surtout, ou ça donne le temps aux parties de négocier un accord plus durable. Alors, oui, on va s'arrêter, mesdames, messieurs, pour l'appel à la prière. Bien, mesdames, messieurs, c'était l'appel à la prière et à présent on poursuit notre édition. Alors, monsieur l'ambassadeur Abounaga, on parlait tout à l'heure en fait de cette trêve qui vise surtout à négocier un plan. On parle en fait d'un accord présenté par les Iraniens, un accord de 10 points. Certainement, il n'y a pas une convergence sur tous les points. Il y a plusieurs points qui vraiment qui sont des enjeux, on peut dire des défis pour parvenir à un accord final. On parle du contrôle d'Ormuz, bien sûr. On parle le fait d'alléger les sanctions contre l'Iran et l'enrichissement d'uranium. L'Iran parle de son droit, bien sûr, au nucléaire civil. Les États-Unis refusent. Alors, ces points de divergence, selon vous, est-ce qu'on pourra parvenir vraiment à un accord ? Bien, le président américain Donald Trump a dit que les 10 points que l'Iran a soumis peuvent être une base de négociation, une base de discussion. Alors, bien sûr, l'Iran a dit qu'il était prêt à réouvrir le détroit d'Ormuz, mais qu'en même temps, bien sûr, il réclame la levée des sanctions, il réclame aussi, je crois, le départ des troupes américaines de la région, que les États-Unis aussi... les États-Unis ont demandé que l'Iran cesse tout appui à des organisations affiliées à l'Iran, c'est-à-dire sous-entendu Hezbollah et le Yémen et le Houthi. L'Iran a demandé aussi des réparations pour tous les dommages que cette guerre a causés. Ce sont des dommages économiques très importants, des dégâts économiques énormes. Ça va prendre à l'Iran des dizaines d'années peut-être pour se rétablir. L'Iran aussi dit qu'il a le droit de conserver l'uranium à des fins pacifiques, à enrichir l'uranium. Mais il doit aussi s'engager à ne pas produire, à ne pas enrichir l'uranium pour fabriquer des armes nucléaires. Alors, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des points qui peuvent être négociés, et d'autres qui seront qui sont plus épineux, qui seront difficiles c'est-à-dire qu'il faudra beaucoup d'efforts, beaucoup de négociations, mais il y a quelque chose de positif, c'est qu'ils ont décidé que ces négociations soient directes. C'est-à-dire que les Américains et les Iraniens vont négocier directement, sans des intermédiaires. Peut-être qu'il y aura des facilitateurs. Bien sûr, certainement. Le Pakistan, étant donné que ça sera le pays hôte, peut jouer un rôle de facilitateur, mais
le fait qu'il y ait des discussions directes, je crois que c'est positif. Ouais, merci Merci. beaucoup. C'était tout, mesdames, messieurs, pour cette édition de Direct. Merci pour votre attention. Demain, une nouvelle édition. Au revoir.